Certains d'entre vous étaient là lors de la dernière séance, certains non. Donc, je vais juste reprendre deux, trois éléments très rapides, d'accord? Vous voyez bien mon écran? Quelqu'un peut me confirmer? Oui. Ouais, Ok. ça va. Merci, merci. Donc, la partie process mining, comment est-ce qu'elle s'articule et comment elle se positionne au sein du portefeuille? On avait montré, on avait expliqué la fois dernière que dans la partie plateforme IBM Automation, cette plateforme se compose de quatre Cloud Paks, d'accord? Donc, il y a effectivement la partie automatisation business, qui est celle sur laquelle je me focalise moi personnellement, mais quoi qu'il en soit, la réalité, c'est que, comme vous pouvez le voir en dessous, les trois autres Cloud Paks qui sont plutôt de nature à automatiser de l'IT bénéficient tous de façon transverse de la partie de la couche Automation Foundation dans laquelle vous trouvez deux produits qui sont essentiellement la partie RPA et la partie Process Mining. Donc, le message important la fois dernière que je répète cette fois-ci, c'est que Process Mining est quelque chose qui peut être activé avec des VPC dans n'importe lequel de ces Cloud Paks et donc pour n'importe quel client qui en dispose. Ok. Donc ça, c'est un élément qu'il faut effectivement garder en tête. C'est pas quelque chose qui est propre depuis 2 ans, c'est plus du tout un sujet comme RPA qui est propre à la partie business automation, c'est réellement un sujet transverse qui permet de pouvoir faire du minage non seulement d'informations métiers et donc de process métiers, mais on le verra tout de suite, en fait on peut l'utiliser à plein d'autres fins dès lors qu'on dispose de journaux avec des séquences d'activités qu'on voudrait analyser. D'accord? Donc, si on en repasse à l'autre élément génétique de ces Cloud Paks, mais également évidemment de la partie process mining, c'est ben oui, l'un des éléments que je remets systématiquement, et ici je vais pouvoir le remettre à jour cette semaine, étant donné qu'on a été renominé comme leader incontesté en 2022 aussi, c'est que sur la partie IA, ben, ok, on a plus grand chose à prouver en termes de dominance marché. On est clairement parmi les leaders et donc de ce fait, c'est l'un des messages quand même malgré tout à continuer à passer, c'est bah, toutes ces fonctions finalement des différents Cloud Paks et notamment la partie mining se base effectivement sur une partie IA qui est relativement importante en dessous. Euh, Si on en revient, et je vais passer rapidement sur cet élément-là aussi, ici au sein du Cloud Pak for Business Automation, on voit bien que la partie process mining est un des éléments. Maintenant, la raison pour laquelle dans le sales play, je dirais, ou dans la notion marché de hyper-automatisation, la définition qu'en fait Gartner de l'hyper-automatisation, c'est les trois éléments qui sont là. Dès lors que j'ai de l'AI, que j'ai de l'orchestration de processus d'une façon ou d'une autre, et que j'ai de l'RPA, on se retrouve avec, dans leur vision du monde, avec de l'hyper-automatisation. Pour nous, ça va bien au-delà de ça. Et donc, l'élément qui est important malgré tout ici à noter, c'est que Process Mining, pour nous, fait partie de cette couche de gestion et d'orchestration intelligente de processus, donc que je vois, enfin, que je mets ici en vert, dans lequel vous avez effectivement la découverte des process de façon intelligente avec l'IA intégrée de Process Mining. Vous avez ensuite la partie RPA, qui est l'une des solutions pour, je dirais, automatiser un certain nombre de tâches qu'on aurait découvert ici ou un certain nombre de soucis qu'on aurait découvert ici dans la partie process mining au sein du process. Et si on doit orchestrer des processus plus complexes entre eux, ben, j'envoie des tâches à un moment donné à un être humain qui doit faire une maintenance sur une machine ou quoi que ce soit manuellement. Et de l'autre côté, je vais récupérer des informations techniques ou j'envoie des tâches à un robot qui va pouvoir faire un certain nombre de choses automatiquement. Et il faut de l'orchestration. Et donc, cette orchestration, généralement, elle passe par une notion aussi de règle métier, if then else, à ce moment-là, qui est effectivement matérialisé par la partie business rules ici. Et donc l'orchestration se fait avec la partie workflow ici. Donc de toute façon, enfin, ce que je veux exprimer simplement, c'est que vous pouvez trouver des substituts en fonction des Cloud Paks à ces éléments. Cependant, encore une fois, la partie RPA donc, et la partie mining font partie des quatre Cloud Paks de la plateforme d'automatisation d'IBM, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, si on redémarre donc sur la partie process, l'un des messages importants que je voudrais passer, c'est que dans toute phase de numérisation d'un processus, dans toute phase d'automatisation d'un processus, qu'il soit métier ou IT, et n'oublions pas que l'IT est un métier, du coup, les analyses en fait démontrent que généralement 70% des coûts en termes de temps et d'efforts sont mis au préalable
de la phase réelle d'automatisation. Ça signifie que la phase d'analyse, en fait, correspond à peu près 70% des coûts humains nécessaires pour automatiser en fait un certain nombre de process. Donc, cette phase d'analyse, elle prend beaucoup de temps. Généralement, ça se passe comment? Ça se passe avec un certain nombre d'interviews. Ça se passe avec, je m'assieds avec différentes personnes d'un département. J'essaie de comprendre que ce soit l'IT ou le métier, quel est leur problème, comment ça se déroule, où est-ce que généralement ils rencontrent des soucis sur lesquels ils sont très fortement sollicités, sur lesquels ils perdent du temps. Notamment, est-ce que cette perte de temps, c'est à cause de la complexité des informations qu'ils ont à traiter, ou est-ce que c'est lié à des informations externes qui n'arrivent pas au bon moment, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on fait généralement depuis 20-30 ans. Je viens effectivement du monde de la consultance. C'est ce que j'ai fait personnellement pendant 20 ans, à m'asseoir avec des clients. Et donc, ce que je décrivais, je pense la fois dernière aussi, c'est que qu'est-ce qui se passe en fait dans ces cas-là? C'est qu'on s'assied effectivement avec les différentes personnes. Vous asseyez avec 5 personnes d'un même département, vous avez 5 réalités. Pourquoi? Parce qu'ils ont des expériences différentes, parce qu'en fonction de ce sur quoi, et c'est la nature humaine qui veut ça, ils se sont cassés les dents récemment, ils vont vous dire que c'est le principe de base et que c'est une règle. Or, c'est juste la dernière exception face à laquelle ils ont été confrontés. Donc en gros, ça prend beaucoup de temps. Réellement, une analyse de process, ça peut, de façon réaliste, prendre de 3 à 6 mois. Pourquoi? Parce que non seulement il y a effectivement ces différentes réalités, il y a la subjectivité qui est liée à ces réalités, et puis surtout, derrière, il y a une réalité derrière qui se déroule en permanence et qui change. D'accord? Donc entre le moment où on a fait l'analyse, le moment où on va présenter une vue transverse qu'on a enfin réussi à coucher sur papier, dans lesquelles les 5 personnes du département sont d'accord, on va la présenter au patron en fait, du département qui lui va vous dire, mais c'est ouais, ok, c'est bien qu'ils disent travailler comme ça, mais c'est pas du tout comme ça que moi je veux qu'ils travaillent. Et vous êtes parti pour une itération d'1 ou 2 mois avant de se mettre d'accord sur comment tout le monde devrait travailler. Une fois qu'on commence à mettre en place les actions correctives, que ce soit des règles métiers donc dans un moteur de règles, de façon à pouvoir gagner du temps sur une validation manuelle, que ce soit au travers d'une séquence automatisée via de l'RPA ou n'importe quel code en termes d'intégration qui aurait été écrit spécifiquement, que ce soit en utilisant des couches d'intégration semi-automatisées comme AppConnect ou quoi que ce soit. La réalité, c'est qu'à la fin, on se retrouve effectivement à passer au travers de prototypage, de différentes itérations, et en fait, on se rend compte que souvent la réalité, au fur et à mesure, elle change aussi. Et donc, entre cette phase d'analyse qu'on a fait au départ, qui a pris pas mal de temps, et ce qu'on va implémenter à la fin, la phase d'analyse, elle continue à coûter du temps et de l'argent au fur et à mesure. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on peut traduire finalement, et c'est ça la conclusion, comment est-ce qu'on peut traduire des mois d'analyse en semaines, et c'est réellement ce que fait la partie process mining, task mining, rules mining d'IBM Process Mining, c'est en utilisant effectivement de l'IA et en utilisant des outils spécifiques qui permettent, des vues spécifiques qui permettent d'identifier extrêmement rapidement quel est le process, comment il se déroule, qui est intervenant dans ce processus-là, quelles sont les dépendances, où est-ce que je perds du temps, où est-ce que je perds du rework en fait, donc des tâches sur lesquelles je suis en boucle, parce que simplement, ben oui, j'ai envoyé mon SQO, mais pour parler vente IBM, j'ai dû revenir 10 fois dessus parce qu'à chaque fois on me demande dans le process des informations supplémentaires, etc., etc. Donc, ces éléments-là, tout ça, on va pouvoir les identifier extrêmement rapidement au travers des différentes vues du produit. Et je ne vais pas rentrer dans les détails étant donné que ça va être démontré, mais simplement garder en tête qu'on a effectivement différentes couches de minage. La partie mining, elle commence en récupérant des informations de la partie log des différentes applications métiers, que ce soit du custom code ou que ce soit des ERP, des CRM, mais c'est ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'en gros, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Et donc, quand on prend un certain nombre de use cases, alors, juste une seconde pour le retomber dessus. Voilà, donc quand on prend un certain nombre de use cases, alors, c'était ici, où j'en ai encore un, je pense, qui était encore mieux que ça. Pas tomber dessus. En fait, on se retrouve en fait avec, comment dire, avec une vue dans laquelle on a la possibilité, en utilisant, et c'est ce que je voulais illustrer en fait dans les slides que vous allez recevoir, vous avez effectivement un certain nombre de use cases en fonction de composantes. Et donc, vous avez des composants dans lesquels on peut utiliser le process mining avec l'RPA. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on est en train de travailler de façon transverse entre
les équipes de développement RPA, Process Mining et Watson Orchestrate qui arrivent bientôt, de façon à pouvoir délivrer un seul recorder, un seul enregistreur, si vous voulez, de ce qui se passe derrière l'écran. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, on prend d'abord les logs, on dessine au travers de ces logs, de l'interprétation des logs, donc on va dessiner le process, mais ensuite, une fois qu'on a le process il donne qu'une vue macroscopique. Si on veut réellement aller voir ce qui pose problème derrière l'écran, où est-ce que je passe du temps, on installe des agents et on enregistre ce qui se passe derrière l'écran, et sur base de ça, on va pouvoir ensuite faire une analyse. Cependant, cette phase de recording, elle permet donc évidemment de pouvoir aller beaucoup plus loin, comme par exemple de pouvoir, étant donné qu'on sait où on clique et ce que fait l'utilisateur, pouvoir générer des robots. Et donc, c'est là où je dirais, on a de plus en plus de use cases dans lesquels on va pouvoir utiliser l'RPA comme salle de diagnostic. C'est notre super Dr House, on va le dire comme ça, et on va pouvoir directement passer à côté dans la salle d'opération de façon à pouvoir prodiguer la cure et la solution aux problèmes qui auront été identifiés. Donc cette phase, en fait, si vous voulez, entre diagnostic et action corrective, elle commence à devenir de plus en plus fine également. Et là aussi, on va pouvoir accélérer la digitalisation et l'automatisation des processus. Mais donc, bref, vous aurez en fait les use cases qui sont en détail avec à chaque fois une explication sur slide de chacun de ces use cases. Je ne vais pas passer dedans maintenant, mais il y a également des vidéos en fait qui arrivent dans la présentation qui vous sera fournie donc par Eric. Et là, je clôture mes 15 premières minutes et je rends la main à Patrick pour la suite de son histoire. Merci Yanis. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que vous le voyez. Oui. Ok. Donc, je vais juste introduire. Vous voyez en mode plein écran, j'imagine. Oui, c'est bon. Ok, parfait. Donc là, en fait, je reviens juste sur la façon dont un projet process mining est construit, hein. Donc typiquement, il y a une phase euh, d'extraction de données, de transformation de données qui est faite en fait en amont en utilisant des outils d'ETL du marché comme DataStage, comme SPSS, comme, enfin, comme Talent Software qui est une version open source. Donc voilà, on a à mettre en place au préalable un projet d'extraction de données qui va pouvoir extraire les données des différents systèmes euh, qui interviennent dans le cadre d'un business process particulier. Par exemple, si on prend un business process type Procure-to-Pay avec SAP, ben, on va avoir différents processus SAP qui vont entrer en jeu et il va falloir récupérer les données de ces différents processus, faire un peu de nettoyage, de corrélation et autres, de l'anonymisation par exemple aussi, et du coup de pouvoir construire à partir de ce projet ETL ce qu'on appelle un event log, qui est finalement un fichier CSV extrêmement simple avec des dates, des identificateurs de processus pour pouvoir corréler les différents événements qu'on a dans l'event log, des noms d'activités, et puis tout un tas de données contextuelles qui seront exploitées pour mieux comprendre la façon dont le processus fonctionne. Et donc, une fois qu'on a rentré ce fichier CSV, eh ben, on va pouvoir entrer dans les différentes phases de mining d'un projet qui vont aller de la découverte du processus, et on va voir ça dans le cadre de la démo, la construction de dashboards type analytics qui vont être mis à disposition des utilisateurs pour monitorer finalement les progrès, éventuellement même en pseudo temps réel. Et puis, un moteur de simulation très complet, ou un digital twin, qui va permettre en fait de faire des simulations d'automatisation ou de transformation d'organisation pour comprendre objectivement l'impact que de telles transformations peuvent avoir avant de démarrer des vrais projets d'automatisation qui forcément induisent des coûts. Donc on veut avoir une bonne idée finalement de l'impact business de ces transformations et pour cela on va pouvoir disposer de cette partie simulation. J'arrive dans la démo dans une minute. Je vais juste signaler, parce qu'en fait ça fera partie aussi de la démo, que en conjonction de cette phase ETL qui permet de récupérer donc les données IT,
on a un module très puissant qui fait partie de Process Mining qu'on appelle Task Mining et qui permet d'enregistrer les actions que font les utilisateurs à l'écran. Donc on installe en fait un agent sur les stations de travail des utilisateurs. Et cet agent va permettre d'enregistrer les différentes actions qui sont liées à des activités business très ciblées, c'est-à-dire qu'on n'enregistre pas tout et n'importe quoi, et les utilisateurs savent très exactement ce qui est enregistré et quand, puisque c'est eux qui démarrent et qui arrêtent les enregistrements. Et à partir de ces enregistrements, on va avoir en fait un moteur de task mining qui va également pouvoir faire de la corrélation de données, etc., et qui va permettre de construire également des event logs pour process mining. Donc on va avoir en fait des vues un peu haut niveau à travers les systèmes IT, et on va être capable de zoomer très finement sur les activités effectivement effectuées par les utilisateurs et qui seront en fait la source de projets type RPA, puisqu'en fait, à partir de l'identification de la façon dont les utilisateurs accomplissent leurs tâches business, on va être capable de mieux identifier les opportunités RPA et dans l'avenir d'ailleurs également de pouvoir carrément générer des bots RPA à partir de cette activité task mining. Donc voilà, ça c'est vraiment l'introduction globale de ce qu'est process mining et maintenant on va rentrer dans les détails. Donc on va démarrer avec un use case d'un client qui est une référence pour IBM, c'est une banque italienne. Je vais aller rapidement sur les objectifs, mais c'est important de les comprendre pour comprendre en fait ensuite la démo. Donc en gros, cette banque italienne a travaillé sur différents business process. L'un d'entre eux était extrêmement intéressant puisqu'il s'agissait des processus de fermeture de compte. Et là, ils avaient divers problèmes. Le premier, c'est qu'il y en a finalement il y en a beaucoup par an et que malheureusement, la banque n'était pas capable de répondre aux impératifs légaux européens qui impliquent qu'on puisse fermer un compte en moins de 12 jours. Ce n'était pas le cas. Et donc, il s'agissait de comprendre comment améliorer cette performance, également comment mieux satisfaire les exigences clients qui se plaignaient de la lenteur de tel processus. Et donc, on va voir dans la démo qu'on a pu explorer ces processus et qu'on a pu définir des stratégies qui ont permis à terme de faire des réductions de 85% dans certaines activités, de réduire de 30% le lead time, donc en fait le temps d'exécution totale des processus, et de faire en gros des économies de l'ordre de 20%. Donc on va voir en détail maintenant tout de suite la façon dont on a pu réaliser ce process. Alors, là, en fait, je vais démarrer par une vue en fait, d'ensemble qui est fournie au travers des dashboards Process Mining. Donc ici, c'est un dashboard tout à fait standard hein, qui est automatiquement généré pour absolument tous les processus qui sont visualisés et dans lequel on peut déjà avoir un certain nombre de détails. On peut avoir accès à tous les cas, donc à tous les process instances. On peut voir, par exemple, quels sont les cas qui sont terminés et ceux qui sont encore en cours d'exécution. On a déjà une vue, en fait, sur la structure de ces cas et on peut avoir plusieurs variantes. On peut visualiser plusieurs variantes. On peut même les comparer avec des couleurs différentes pour voir effectivement lesquelles prennent le plus de temps. Donc là, on voit que la première variante, il y a 32 000 cas, cette activité, etc., etc. On va revenir bien entendu sur ces vues. Ici, encore une fois, c'est des vues qui sont vraiment très très business et qui finalement combinent des vues typiques process mining où on voit le process en contexte, mais également des vues beaucoup plus classiques. Voilà, là on a une vue type KPI. On peut voir les différentes variantes. Ici, on sait même calculer, par exemple, les données métiers qui vont influencer le plus la durée d'un processus. Donc, ce sont les données contextuelles qu'on a au niveau des process et on va être capable du coup de mieux comprendre en fait hein, quelles sont les sources éventuellement de dysfonctionnement. Mais bon, donc là, c'est quelque part une vue qui est générée automatiquement et qui permet à des business users d'avoir immédiatement une vue sur la façon dont les process sont exécutés.
Et maintenant, je vais vous montrer un petit peu comment les choses fonctionnent. Donc, comme je vous le disais, tout démarre par ce qu'on appelle un event log qu'on va charger dans le système. C'est un fichier CSV très standard dans lequel on va avoir des identificateurs de processus, une colonne qui va contenir le nom des activités. Donc, en fait, chaque ligne représente un événement qui a eu lieu dans un ou plusieurs processus. Donc là, ici, on a un processus particulier. Là, on en a un autre. Et l'outil va faire des corrélations lorsqu'il trouve plusieurs événements qui concernent le même processus, ben, il va les lier et en faire un seul cas. Donc, on a la date de départ qui est aussi obligatoire. Donc, en fait, ces trois colonnes sont absolument obligatoires pour construire un modèle. Ensuite, on a des colonnes optionnelles comme la date de fin d'un événement. Ça va permettre de calculer la durée d'une activité, comme la ressource, c'est-à-dire l'entité qui va exécuter une activité. Ça peut être un humain, ça peut être un bot, ça peut être... donc ça, c'est à l'analyse de décider ce qu'il met en face. Le rôle, donc là aussi, ça peut être un département, ça peut être un building. Enfin, on peut décider quel type de données sources on veut assigner à ce type de données. Et puis ensuite, on peut associer énormément de champs métiers qui vont en fait permettre de construire le contexte du processus. Donc, ils sont tout à fait importants pour apporter de l'explication, hein, et de la donnée contextuelle. Voilà, donc quand on a chargé ce processus, et bien en fait, immédiatement, on va pouvoir avoir accès à cette vue du processus où on va avoir ben voilà, les activités de départ, les activités de fin, et on va pouvoir voir comment se déroule, en règle générale, un processus de fermeture de compte. Donc on voit que on a une requête qui est créée, il y a différents types de requêtes, des requêtes avec une lettre qui va être enregistrée ou pas de lettre qui va être enregistrée. On peut avoir parfois la personne qui demande la fermeture bah, qui finalement clôt sa demande et du coup on arrive directement à la fin. Et puis ensuite ça passe par diverses activités pour fermer ces comptes bancaires. Donc là on voit en fait une vue qui est en fait relativement simplifiée. Et c'est intéressant de voir que bah, si on voulait voir l'ensemble des activités des transitions, on aurait immédiatement une vue beaucoup plus compliquée et quasiment impossible à analyser et qui reflète souvent la réalité, hein. Donc c'est là qu'on a besoin d'outillage en fait, pour simplifier parce que la réalité est souvent beaucoup plus complexe que ce qu'on peut imaginer. Donc là, on simplifie un petit peu, mais ça n'enlève pas du tout de puissance à l'analyse, c'est juste pour simplifier la visualisation. Alors, lorsqu'on voit un tel modèle, on veut, par exemple, comprendre est-ce qu'il y a des variantes dans ces processus. Et donc là, par exemple, on va pouvoir contrôler la visualisation des différentes variantes. Donc la première variante ici, 27,8% des cas, 32 000 cas, 7 événements, en moyenne 19 jours d'exécution, et on voit qu'elle transite au travers de ces activités-là. On peut regarder la seconde, non. Et on pourrait construire des filtres, par exemple, pour se focaliser spécifiquement sur une variante. Donc là, c'est intéressant quand même hein, de voir en fait comment se structurent les différentes variantes. Euh, on va cliquer sur le bon. Voilà, comment se structurent sur ces différentes variantes. Il peut être intéressant, hein, dans une démarche d'automatisation, de se focaliser sur les variantes les plus fréquentes pour lesquels on aura probablement le meilleur retour sur investissement. Mais bon, il y a aussi certainement des variantes qui sont plutôt liées à des problèmes. Et donc là, ça peut être intéressant de comprendre ces variantes qui peuvent correspondre à des déviations qu'on veut pouvoir analyser et résoudre. Donc en fait, au-delà de ces analyses sous forme de variantes, on peut aussi, et là c'est extrêmement intéressant, on peut aussi faire une comparaison entre les processus tels qu'ils sont exécutés dans la réalité et les processus tels qu'ils ont été modélisés par les analystes et les process owners au préalable avec des outils de modeling de type BlueWorks Life ou autres. Donc c'est des outils qui sont beaucoup plus documentaires qu'autre chose.
Et donc, on va pouvoir charger en fait ces documents de référence et faire une comparaison avec la réalité. Et donc là, on voit immédiatement que certaines de ces activités en rouge et de ces transitions en rouge, en fait, ne sont pas du tout attendues dans le modèle de référence. Et donc, ça doit attirer notre attention. Est-ce qu'il s'agit d'activités qui ne sont pas prévues parce que le modèle de référence n'était pas complet, ou est-ce qu'il s'agit effectivement de successions ou d'activités qui ne devraient pas être exécutées? Donc là, on voit qu'on a 77 000 cas qui sont conformants, 39 000 cas qui ne sont pas conformants, et puis ensuite, on a la liste en fait des déviations, avec pour chaque déviation le coût, le nombre de pas exécutés, la durée approximative d'exécution, etc. Et puis, on peut aller même un petit peu plus loin et chercher à comprendre, en fait, hein, les, les raisons pour lesquelles cette déviation existe. Donc là, par exemple, on voit que la raison de la clôture du compte, ça peut être bank recess ou client recess, ou bien que, enfin, et que on manque, enfin que la raison de clôture manque et que l'état est autocomplete, ça peut être une route cause en fait pour cette déviation et que c'est enfin, c'est une détermination qui est relativement forte. Donc là, en fait, on applique des algorithmes d'intelligence artificielle pour faire cette recherche sur les données contextuelles et pouvoir expliquer ces déviations. Voilà, donc là, on est déjà en mesure de comprendre beaucoup de choses hein, sur les processus d'activité. Dans le cas qui nous intéressait, on était particulièrement intéressé par les données de durée. Et donc là, on passe dans une visualisation type durée où on va pouvoir avoir des durées sur les temps de transition. Donc en fait, ça correspond à des temps d'attente entre cette activité et celle-ci. Par exemple, là, on voit qu'on a 21h40 minutes entre cette activité et celle-là. Là, on voit dans les activités qui sont les plus sombres, celles qui durent le plus de temps. Donc, le back-office service closure dure 52 heures. Donc ça a attiré l'attention du client et on va voir qu'il a fallu euh, euh, récupérer plus de détails en utilisant task mining justement pour mieux comprendre ce qui se passe. Dans cette là, en fait, on voit aussi des choses du type le nombre de ressources qui sont typiquement associées à ces activités, la taille des files d'attente, etc., etc. Donc, si on regarde justement cette activité de back-office service closure, 52 heures, 44 minutes en moyenne pour l'exécuter, ça semblait très très long. Et donc, ça semblait être une cible intéressante en fait hein, pour gagner du temps. Bon, et on a d'autres activités qui prennent aussi beaucoup de temps, pour lesquelles on a à chaque fois essayé de zoomer. Donc là, on a récupéré en fait le maximum Patrick, de données tu qui étaient parlais disponibles dans les. excuse-moi, tu parlais d'un modèle de référence, d'un process de référence tout à l'heure? Si tu veux bien, je vais répondre à toutes ces questions à la fin de la démo, parce que là, on l'enregistre pour essayer de la Ah, réutiliser. d'accord. Je t'en prie, excuse-moi alors. Non, je t'en prie. Donc, donc, ce que je disais, c'est on va, voilà, on a exécuté cette technique de task mining pour pouvoir zoomer, parce qu'effectivement, ici, on récupérait des données de type système et on avait récupéré l'ensemble des événements disponibles, donc on ne peut pas aller plus loin. Là, on avait certainement des activités qui venaient d'un système peut-être de BPM. On savait à quel moment ça commençait, à quel moment ça terminait, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on a installé des agents sur les écrans des utilisateurs qui sont en charge de cette activité et on a pu enregistrer leurs actions et récupérer du coup, avec Task Mining, un niveau de détail sur les actions qui sont exécutées dans cette activité. Donc là, on voit différentes actions et de la même façon que tout à l'heure, c'est que ce sont exactement les mêmes outils. On peut avoir une idée des durées qui sont prises, enfin qui sont nécessaires pour exécuter ou les durées d'attente entre chaque tâche.
Et donc ça, c'est très intéressant ce type de vue parce qu'en fait, on se rapproche en fait de ce qui sera nécessaire de mettre en œuvre si on veut construire des bots RPA, puisqu'en fait, il s'agit vraiment des actions type clic à l'écran, hein, remplir un formulaire, etc., qu'on récupère à ce niveau-là. Quelque chose qui est intéressant au niveau de cette vue issue de task mining, c'est qu'on est capable aussi de mettre à niveau le niveau d'attente qu'on peut avoir au niveau de l'automatisation. Alors je m'explique. Ici, par exemple, on voyait au départ qu'il y avait un nombre d'heures considérable derrière cette activité business. Et quand on zoome un petit peu et qu'on fait l'étude plus fine des actions qui sont vraiment liées à cette activité, on se rend compte qu'en fait, il y a seulement 2 heures qui sont effectivement passées à cette activité, qu'il y a quelque chose comme une dizaine d'heures qui sont finalement passées à faire d'autres choses à l'écran, mais qui ne concernent pas cette activité business. Et c'est normal, hein, les utilisateurs ne sont pas concentrés sur une activité, ils ont d'autres tâches et d'autres responsabilités en parallèle. Et puis qu'il y a aussi un nombre d'heures assez important qui sont passées à faire autre chose, carrément pas sur l'ordinateur. Donc, c'est la vie normale d'un utilisateur. Et là, l'intérêt, c'est qu'au lieu de rêver qu'en faisant de l'automatisation, on va gagner 52 heures, bah, on remet quelque part les attentes à un niveau beaucoup plus objectif. Et on sait qu'on peut gagner 2 heures, ce qui est déjà considérable. Mais au moins, on n'a pas des attentes qui seraient totalement non réalistes. Ok, donc là, je vais revenir sur la vue process mining originale. Donc là, on est revenu en fait sur la vue process mining issue de task mining. Je vais retourner sur mon fichier original où les données sont issues des systèmes IT. Donc il y a d'autres types de visualisation. Ça, c'est la visualisation rework qui permet de voir le nombre de fois qu'une activité est exécutée dans chacun des cas. Et ça peut être intéressant parce que, bon, parfois les reworks sont tout à fait normaux. D'autres fois, ça montre qu'il y a eu des erreurs et qu'il faut refaire l'activité plusieurs fois. Donc là, par exemple, on voit que celle-ci, on a 2,3 activités par cas en moyenne. Donc c'est encore une fois une activité qui pourrait être intéressante pour l'automatisation, puisqu'on pourrait imaginer que non seulement on pourrait gagner du temps, mais qu'en ayant des outils très automatisés, on réduirait le nombre d'erreurs qui peuvent être des erreurs de saisie, de copie, etc. Et donc bénéficier de l'automatisation pour réduire ces reworks. Donc là, je vais aller maintenant dans la vue Analytics. Donc j'ai montré tout à l'heure la vue générique et l'overview qui est générée par défaut, hein, pour tous les projets. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi créer des vues dédiées, en fait, qui sont beaucoup plus orientées business. Et donc, on va pouvoir assembler des widgets et qui vont visualiser des problématiques métiers. Donc là, ici, on a une problématique d'automatisation. Et donc, ce qu'on cherchait à voir, c'était bon, différents indicateurs de performance, mais aussi par type d'activité, quel est le nombre total d'activités, quel est le coût moyen, le coût total, et pouvoir ensuite utiliser ce dashboard pour voir les progrès lorsqu'on va commencer à implémenter des automatisations. Sur d'autres, là je vais en fait passer de façon très rapide sur un autre type de processus. Donc c'est un business process tout à fait différent, c'est du procure to pay avec SAP. Où là l'idée c'est de faire aussi des dashboards très 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 spécifiques pour visualiser, par exemple, ce qu'on appelle les invoices Maverick, c'est-à-dire les factures qui sont reçues sans qu'on ait au préalablement eu une demande d'achat. Et donc, là, ce qu'on veut juste montrer, c'est qu'on est capable de fournir des écrans très dédiés qui vont permettre de résoudre des problèmes business bien particuliers. Par exemple, ici, pouvoir identifier quels sont les vendeurs qui sont le plus impactés dans la réception de factures sans qu'il y ait eu préalablement des demandes d'achat. Ok, donc on va revenir maintenant sur notre cas original de la banque.
Alors, là, forcément, je suis passé sur le processus de procure-to-pay. Donc, je reviens sur le processus bancaire. Et je vais aller voir une vue un petit peu globale, mais on va voir qu'elle est très intéressante. Donc là, dans cette vue globale, on a le nombre de cas par jour. On voit qu'il y a à peu près 22 cas qui sont reçus quotidiennement, que la durée moyenne, c'est 164 jours. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas... je conserve, enfin, ce sont des données qui sont relativement anciennes et pour lesquelles je n'ai pas filtré les cas qui sont toujours en cours d'exécution. Donc en fait, ça me donne l'occasion de vous montrer le système de filtre. L'idée, c'est de pouvoir exclure ou ne conserver que certains types de cas en fonction de leurs caractéristiques. Donc on peut utiliser des filtres qui vont jouer par exemple sur les activités et demander à exclure, par exemple, voilà, demander à exclure tous les cas qui contiennent telle activité. C'est pas ce que je veux faire ici, mais c'est juste pour illustrer. Voilà, on peut également construire des chemins au niveau du workflow et demander de ne conserver que les cas qui suivent ce chemin ou qui le suivent avec éventuellement des activités à l'intérieur du chemin. Donc on a vraiment des choses très précises qu'on peut faire avec ces filtres. Donc là, ce que je voulais faire ici, c'était simplement exclure les cas, les running cases, donc les cas qui ne sont pas finis. Et je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc là, j'ai créé ce filtre. Donc on voit que ça nous a retiré 12% de cas. Donc, je vais revenir maintenant sur le dashboard. Et, et on va aller regarder ces différentes vues. Donc ici, on a une vue par type d'activité où on peut voir la durée d'attente, le service time, c'est-à-dire le temps entre le début et la fin de l'activité, la fréquence, etc. Et puis bon, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais ici, on a une vue qui est assez intéressante, qui permet en fait de voir l'évolution des cas dans le temps. Et puis ici, on a une vue ressource. Donc là, on va regarder une ressource particulière ou une activité particulière et les différentes ressources qui exécutent cette activité. Et puis on peut voir à quel moment dans le temps elles vont exécuter ces différentes ressources, ces différentes activités. Bon, voilà, c'est un petit peu trop détaillé pour cette démo. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est que je vous ai parlé de task mining et de bot RPA. Et donc, lorsqu'on a combiné process mining et task mining, on a une vue RPA candidates qui est générée et qui va nous permettre, voilà, et qui va nous permettre de faire des, des, des pronostics, en fait, des scénarios plus exactement, sur comment dire, les implémentations RPA qu'on voudrait mettre en œuvre. Donc ici, par exemple, ce que je vais faire, je vais dire que moi, je voudrais en fait, avoir une stratégie qui m'amène à 50% d'automatisation. Et puis, je voudrais pouvoir développer des bots RPA dont le niveau de complexité est 1, ce qui veut dire qu'ils vont implémenter simplement une variante de ce que j'ai pu observer. Quand on a fait le task mining, on peut avoir N façons d'exécuter une activité. Et donc là, on va certainement pas répondre à tous les cas, mais en tout cas, on voudrait pouvoir implémenter une variante qui va en fait exécuter automatiquement 50% des cas qui passent. Et donc là, ce que nous donne ce schéma, donc là, ce sont toutes les activités pour lesquelles on a fait du task mining. Donc, on en a 4 ici. Et donc, ce qui nous dit, le système, c'est que si on se focalise sur Business Back Office Service Closure, on va pouvoir répondre favorablement à ces contraintes qui sont d'avoir un bot relativement simple et de couvrir 50% des cas avec ce bot. Alors, si je décidais d'augmenter la complexité, par exemple, de permettre en fait d'implémenter 3 variantes de chaque activité qu'on a miné, et ben là, en fait, il va me proposer éventuellement d'autres candidats qui pourraient être plus intéressants. On voit ici que le premier et le troisième
en implémentant 3 variantes pour le premier et 2 variantes avec le deuxième, on pourrait atteindre 70% d'automatisation. Donc ça c'est des éléments qui sont intéressants hein, suite à l'étude Task Mining. Et à partir de là, en fait, je vais pouvoir maintenant affiner les résultats et me dire, OK, je veux pouvoir lancer une simulation. Donc là, je rentre dans le Digital Twin. Donc en fait, on a modélisé hein, une grosse partie de ce processus et de l'organisation qui est liée. Donc on a des informations sur les ressources qu'ont exécuté les processus. Et on va en fait utiliser la simulation pour générer des événements et comparer la simulation. Donc ça va être le scénario to be. On va vouloir comparer ce scénario avec le scénario actuel, donc avec la réalité. Donc on pourrait modifier pas mal de paramètres, hein. On pourrait changer les heures de travail et autres. Donc là, on va vouloir générer des événements qui vont suivre en fait la distribution de réception des vrais événements, mais on pourrait avoir une distribution différente. Et puis ce qui est plus intéressant ici, je vais enlever ça. Ce qui est plus intéressant ici, c'est que on a ensuite accès à toutes les activités du process, pour lesquelles on va pouvoir faire des modifications dans le cadre de dans notre simulation. Donc, si on se souvient bien, je sais que c'est un petit peu compliqué à cette étape-là, mais ce qui nous intéressait, c'était l'activité Back-Office Service Closure, pour lequel on a fait du task mining, et pour lequel le système nous a dit bah, c'est une très bonne idée en fait d'utiliser RPA, parce qu'on va pouvoir développer un bot relativement simple qui va permettre de couvrir 50% des cas. Donc, il nous met déjà dans une configuration où c'est cette activité qui est mise en évidence. Et donc là, si je regarde, c'est une activité qui en moyenne utilise 5,5 personnes. J'ai 3 personnes qui sont disponibles. Bon, voilà, on a tous ces éléments qui viennent de Process Mining. Et puis, si je sélectionne la case RPA, là, il nous a déjà dit qu'on avait besoin d'un bot. En fait, il nous dit que, bon, en fonction de sa connaissance des processus, ce serait probablement mieux d'en avoir 2. Et là, je vais pouvoir maintenant commencer à paramétrer cette activité pour simuler le fait de la faire exécuter par un bot. Donc, on avait dit, dans 50% des cas, on veut que le bot exécute cette activité-là. Alors là, très probablement, je vais pouvoir baisser le temps nécessaire à accomplir l'activité, puisque s'il fallait 15 minutes à un être humain, on va dire qu'il va falloir 1 minute à un bot, par exemple. Il n'y a pas de raison que ça prenne trop de temps. C'est intéressant aussi de voir les waiting time. Donc ça, c'est les temps d'attente entre les activités précédentes et celle qui va être exécutée ici. Donc là, bien entendu, lorsque c'est le bot qui va exécuter l'activité, bah, il n'y a pas de temps d'attente, il est toujours disponible. Lorsque c'est un humain, on peut décider de maintenir les temps d'attente qu'on avait observés ou de les réduire, puisqu'en fait, dans 50% des cas, c'est un bot qui va faire le boulot. Du coup, on peut supposer que si on ne modifie pas le nombre de personnes qui sont susceptibles de faire cette activité, ils vont ils vont être moins débordés et du coup, le temps d'attente pourrait être diminué. Donc là, bon, je mets ça un petit peu au hasard. Donc je réduis d'1 heure le temps d'attente, en fait, lorsque c'est une personne qui va exécuter cette activité. Et à partir de là, je peux lancer la simulation. Donc là, le moteur de simulation prend toutes ces données en paramètres. Et les exécute et va nous fournir des résultats. Donc, il va nous permettre de comparer la situation actuelle. Donc, on avait dit en moyenne, on a 19 jours hein, pour compléter un cas. Et on voit que lorsqu'on a fait ces changements, on tombe à 15 jours. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, ce n'est pas suffisant dans notre cas, hein, puisqu'on veut descendre en dessous de 12, mais on verra qu'il y a certainement d'autres améliorations possibles. Mais voilà, là ici, on a un scénario déjà qui nous permet de calculer, de faire des pronostics sur la durée. Bon, ici, on n'a rien modifié au niveau coût, puisque finalement, on a conservé le même nombre de personnes. Hein, donc, les coûts associés au processus sont inchangés. Voilà, donc maintenant, on peut revenir au modèle, et puis éventuellement faire d'autres analyses. Hein, qu'on pourrait faire, par exemple, c'est générer un modèle BPMN. Donc là, c'est ce qu'on a fait ici.
Et à partir de ce système BPMN, on va pouvoir soit faire des modifications. Donc ça pourrait aussi faire l'objet d'une nouvelle simulation. On dirait, bah, non, finalement, je vais mettre un workflow, je vais guider en fait ce processus avec un workflow qui sera beaucoup plus strict et je vais pouvoir imposer certains chemins. Donc on va pouvoir entrer dans un mode d'édition et faire des modifications. Et de nouveau, entrer dans une simulation. On peut aussi faire du rules mining. Ça, c'est quelque chose qui est aussi très intéressant, qui va permettre, alors je vais le lancer, mais ça prend toujours un petit peu de temps, qui va permettre de trouver en fait des raisons qui expliquent les transitions. Donc ça va permettre, si on veut implémenter un workflow sur la base de ce qu'on a découvert avec Process Mining, d'avoir déjà euh, des règles qui vont être utilisées au niveau des conditions euh, dans les différentes transitions pardon, du processus. Donc ça prend toujours un petit peu de temps, puisqu'en fait, il est en train d'analyser l'ensemble des données contextuelles pour trouver des explications au niveau du routage. Voilà, donc ici, on l'a récupéré, et puis là, on a une série de règles qui ont été trouvées avec un niveau de confiance, etc. Euh, Par exemple, si je regarde celle-ci, ben voilà, ici, ici on a une indication que pour passer de cette activité à celle-ci, bah, ce qu'on a trouvé, c'était que cette donnée-là permettait en fait d'expliquer pourquoi on passait d'une activité à l'autre. On a aussi une vue activité. Alors celle-ci est intéressante, on voit toutes les activités et toutes les ressources ainsi que les départements. Donc là, ça permet en fait de façon très très rapide euh, de, de- de voir quel type d'utilisateur ou d'organisation est en charge de quelle activité. Et puis, on a une vue social network qui va nous permettre de regrouper les différentes ressources et de voir qui travaille avec qui ou qui fait le même type d'activité. Donc là, par exemple, doing similar task. Là, ici, on regroupe en fait les ressources en fonction des activités sur lesquelles auxquelles elles sont assignées. Voilà, donc je pense qu'on a à peu près couvert la démo. Donc, bon, la suite de cette histoire, c'est que avec cette banque, on a mis en œuvre des workflows, des systèmes de rôles, de règles avec ODM, et puis on a mis en œuvre un certain nombre de bots pour automatiser certaines activités qu'on avait identifiées comme étant particulièrement sujettes aux erreurs et qui pouvaient en fait décharger de façon importante le- la charge de travail des utilisateurs. Voilà, donc je vais m'arrêter ici pour la démo et ben, je serai reprendre des questions. Je ne peux plus du tout regarder s'il y en avait. Donc peut-être David, je crois que tu avais... Ouais, il y avait une question, mais elle a été répondue dans le chat, je crois, plus haut. D'accord. Alors, moi, vous permettez, bonjour Saad, une question ultra rapide, puisque je vois que c'est vraiment très facile d'analyser des logs de toute origine, de toutes sortes, de toute taille. Pourquoi on ne l'utilise pas donc avec les différentes solutions alors? Ah bah là en fait, Process Mining, c'est dans les 4 Cloud Packs, hein. Donc c'est dans l'intégration, c'est dans AIOps, dans automation, et puis Bah, quand tu dis il est dans les cloud packs, il est en tant que composant, mais en tant que runtime, en tant qu'utilisation. Mais je parle de l'utilisation. C'est Moi, j'ai pas, je ne connais pas en détail l'intégration dans les différents Cloud Packs, mais quand je regarde le Cloud Pack sur lequel je travaille, l'intégration, donc Cloud Pack pour intégration, ben, il y a des logs qui sont générés par Apic, par AppConnect, par MQ, par FMStream, par tout ça. J'ai pas vu, peut-être je n'ai pas bien cherché, c'est là aussi la question se pose, mais je n'ai pas vu ce type d'intégration dans l'analyse de nos logs. oui, bah écoute, c'est certainement l'objet d'une discussion qu'on peut avoir. Il n'y a pas, il y a pas de souci. Bon, après, ce qu'il faut quand même, bon, à quelques reprises,
on nous a demandé si Process Mining était un bon candidat pour analyser des opérations complètement automatisées au niveau IT, où tu pouvais avoir des centaines ou des milliers d'opérations à la seconde. Et là, la réponse est non. Oui, ouais, je comprends. Ouais. C'est-à-dire que, quelque part, Ouais, si tout est déjà automatisé, bon, ça peut être intéressant, mais il y a d'autres outils qui permettent de retracer des successions d'événements. Et là, c'est particulièrement intéressant quand il y a quelque part des hommes qui sont dans la boucle et du coup des durées ouais, je vois. là, qui sont dans une mesure, des choses qui se passent à la seconde, à la minute, à la journée, etc. Quand on est dans la microseconde, l'outil n'est plus vraiment adapté. Je comprends. Bah, côté, on se rapproche plutôt du runtime, du real time, temps réel. Ok, je vois, je vois. Je comprends. Ok, Ok, merci. de rien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Il y Il nous avait, reste 5 minutes, si vous voulez poser 2-3 questions. rapidement peut-être, il y a deux éléments en fait qui sont revenus à plusieurs moments dans le fil au niveau des questions. C'est d'une part comment finalement tu arrives à mettre en place les corrélations, quel est l'effort nécessaire pour pouvoir créer les corrélations entre les événements. Donc ça c'est un élément. Et l'autre, qui sera encore plus facile à démontrer je pense, c'est tu as démarré avec un processus qui était déjà interprété. Et donc la question c'était comment est-ce que je récupère les données, comment est-ce que j'injecte mon fichier de processus de Ok, référence, etc. d'accord. Alors, ça, c'est les questions qui viennent tout le temps, hein, donc c'est assez normal. Donc, je le disais au début, en fait, il y a une phase d'extraction de données et qui est indépendante de process mining. Alors, on est en train de construire des connecteurs et tout un tas de ce qu'on appelle des accélérateurs qui vont permettre de répondre à des use cases bien particuliers et qui permettront en fait d'accélérer de façon considérable cette phase-là. Mais au jour d'aujourd'hui, il faut démarrer un- par un projet type ETL. Donc là, ici, j'ai un exemple que j'ai fait avec SPSS et je suis en train de faire le même avec DataStage et j'en avais fait un autre, le même avec Python. Enfin, il y a différentes façons de faire les choses. Donc là, ici, par exemple, on va récupérer de SAP des fichiers qui correspondent Là, c'est du procure-to-pay, hein. Donc la demande d'achat, les achats, des données complémentaires sur les factures. Et puis avec SPSS, bon, on va faire de la transformation. Donc je ne sais pas si vous avez déjà touché à SPSS, mais c'est super simple, hein. On va pouvoir créer des filtres. Donc là, on va pouvoir rajouter des activités, créer des filtres, faire des jointures. Ensuite, regrouper l'ensemble de ces événements en un seul fichier, faire de l'anonymisation. Et puis générer ensuite le fameux fichier CSV qu'on va pouvoir mettre en entrée dans Process Mining. Là, par exemple, je fais Edit. Voilà, donc ici, on voit, ça reprend en fait tous les champs qu'on va rentrer ensuite dans notre système Process Mining. Et puis voilà, ici, on veut par exemple anonymiser le nom des utilisateurs. Donc, il va nous générer quelque chose avec des noms anonymisés. Et puis, on peut aussi demander à ce que certaines données ne soient juste pas montrées du tout. Voilà, donc là, c'est vraiment un exemple avec SPSS parce que c'est ce que j'ai sous la main, mais je suis en train de faire pareil avec DataStage, Python et autres. Il y a tout ce qu'il faut chez IBM pour faire ça de façon très propre. Et encore une fois, on est en train de construire des packages qui vont arriver quelque part clé en main pour pouvoir répondre à des use cases particuliers avec ServiceNow, avec Salesforce, avec SAP, Oracle et autres. Donc ça, c'est pour la partie j'ai besoin des données. À la fin, ce que ça nous construit, hein, c'est ce fameux fichier CSV. Alors, tiens, on peut s'amuser à l'exécuter, hein. Run. Faire une connerie. Non, même pas. Voilà, donc là, on est en train d'exécuter en fait la chaîne de transformation entre mes fichiers CSV originaux. Alors là, bien sûr, j'aurais pu aller chercher directement dans des bases de données, ou enfin, il y a tous les connecteurs qu'il faut pour aller chercher directement. Et puis ici, si je fais un preview, je ne sais plus où ça se trouve. Enfin bon, j'ai généré ce fichier qui m'intéressait, hein. Alors ensuite, dans Process Mining, là, ça devient très simple. Je vais faire le boulot, en fait.
Alors, c'était Procure to Pay. Je vais dans le fichier data source. Je vais Ça, c'est aller- l'écran de base que vous avez quand vous démarrez réellement l'outil. Ouais, Vous vous on retrouvez en démarre fait par là-dessus. ça. On démarre par ça. Donc là, je vais aller sélectionner. Bon, je vais éviter quand même d'aller trop loin parce que je pense que vous allez me croire, mais je vais aller chercher tiens, dataset, P2P, etc. Je vais aller chercher les fichiers CSV qui m'intéressent. Je vais les charger et puis une fois que ça va être chargé, je vais faire l'association entre les champs que j'ai trouvés dans mon CSV et le data model que j'attends avec Process Mining. Donc, par exemple, je vais dire ici, bah voilà, ce champ Request ID, c'est un Process ID. Donc, je vais cliquer là. Ensuite, mettons, bah ça, ce serait une activité. Donc, je cliquerai enfin, ça, c'est le champ qui définit l'activité au niveau de l'événement, etc., etc. Et puis, une fois que j'ai fait ça, je fais Visualize Process. Ça va prendre une vingtaine de secondes. Et puis, je vais immédiatement visualiser mon processus et je vais avoir accès aux variantes, etc. Alors là, ce que j'ai pas fait, mais c'est appliquer le référence modèle, donc c'est ce dont parlait tout à l'heure David. Donc là, je vais pouvoir charger un fichier BPMN, par exemple, qui est issu de Works Live, que j'ai pu construire avec n'importe quoi finalement, qui sera mon modèle de référence et qui va me permettre d'accéder à cette vue. Voilà. Alors ensuite, on peut sauvegarder ce projet et on peut le réutiliser. Quand on le sauvegarde, on va sauvegarder tout un tas d'informations sur le projet lui-même, sur les KPI du projet, les dashboards, etc. Et donc, on va ensuite être capable de porter ce projet sur d'autres. Voilà, donc c'est quand même super facile à mettre en œuvre, hein. Je veux dire, moi, si Ligne de vous me code. donnez le CSV, c'est 3 minutes, hein. Bon, après, il faut le temps de la recherche, hein. Là, c'est l'exploration. Donc là, ça dépend de la complexité du problème et puis de la sagacité des analystes. Patrick, comme on est en train de déborder Ouais, et que pas mal de gens ont des meetings contigus, ce que je moi aussi propose, c'est de d'ailleurs. clôturer ici. Mais on a déjà eu des demandes en fait dans le chat pour des sessions plus approfondies, donc réellement de prise en main. Donc ça pourrait peut-être effectivement s'organiser de façon ad hoc plus tard. Ok, super. En tout cas, merci, merci à vous deux. Merci à Patrick là, pour cette super démo. Franchement, c'est top. Je pense qu'il y a de la demande effectivement pour aller un petit peu plus loin. Donc, on verra comment on fait. Ramenez vos use cases, on est là pour vous aider. Merci à vous. On Merci, retrouve là. au Bonne revoir. journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.